Général Arthur Sterling avait fait face feu ennemi sans cligner, mais le silence en salle d'opération 4 était assourdissant. Saignant d'une blessure d'éclat d'obus dentelé qui menaçait de finir sa carrière, il avait crié au directeur de l'hôpital exigeant seulement le meilleur absolu chirurgien dans l'État. Il s'attendait à un vétéran aux cheveux gris. Il s'attendait à déférence. Ce qu'il ne s'attendait pas était la femme qui a marché à travers les portes doubles, claquant gants en latex sur ses mains avec précision terrifiante. Quand ses froids yeux bleus ont rencontré les siens, le visage du général s'est vidé de couleur. Le moniteur cardiaque a piqué violemment. Il ne la connaissait pas juste. Il avait détruit sa vie 10 ans passés. Ou ainsi il pensait. Les portes automatiques de l'hôpital General Mercy ne se sont pas juste ouvertes en coulissant. Elles furent pratiquement jetées hors de leur rail par la pure force de l'entourage éclatant à travers. C'étaient deux poules. À Seattle, pleuvant assez fort pour noyer le bruit de la ville, mais rien ne pouvait noyer le chaos éclatant dans le sas d'urgence. Dégagez le couloir maintenant. Bougez-le. Les cris venaient d'un imposant officier de police militaire. Son uniforme trempé, son visage un masque de panique et d'agression. Derrière lui, flanqué par 4 gardes armés, une civière était pressée en avant avec urgence frénétique. Sur elle gisait un homme qui ressemblait moins à un patient et plus à un lion blessé attendant de mordre la gorge de quiconque osait l'aider. Général Arthur Sterling, le marteau de fer du Pentagone, un homme dont la brillance tactique était seulement égalée par son arrogance légendaire. « Enlevez vos mains de moi, vous idiots incompétents !» Arthur rugit, écartant d'un revers la main d'un jeune résident, essayant d'appliquer pression à son côté. L'uniforme de cérémonie du général était déchiré, taché, cramoisi, foncé de la hanche vers le bas. Un accident d'entraînement impliquant un prototype explosif défectueux avait envoyé un éclat de titane dentelé profond dans son artère iliaque pelvienne. C'était un coup fatal sinon géré parfaitement, et Arthur le savait. « Monsieur, vous perdez sang rapidement. » Le résident, Dr. Lewis, balbutia, ses lunettes glissant le long de son nez. « Nous avons besoin de « je me fiche de ce dont vous avez besoin. » Arthur serra ses dents, la douleur faisant sa vision nager. Il attrapa le résident par le col de la blouse, le tirant vers le bas. « J'ai besoin du meilleur. M'entendez-vous? On m'a promis le meilleur centre de traumatologie sur la côte ouest. Où est le chef de chirurgie? Où est la légende? Dr. Henry Cole, le directeur de l'hôpital vint courant dans le couloir serrant un presse-papier. Il semblait comme s'il avait été réveillé d'un profond sommeil, sa cravate de travers. « General Sterling, » allaita Cole, faisant signe aux infirmières de préparer salle de traumatologie 1. « Nous vous avons. Nous allons vous stabiliser. » Stabiliser? Arthur se moqua, grimaçant alors que la civière heurtait d'une bosse. « Si je perds cette jambe, Cole, j'enterrerai cet hôpital sous tant de litiges. Vos petits-enfants le paieront. Je ne vous veux pas, je veux le spécialiste, celui dont le sénateur m'a parlé, la main fantôme, celui qui répare ce qui ne peut être réparé. » Dr. Cole figea pour une fraction de seconde, échangeant un regard nerveux avec l'infirmière en chef, Sarah. Général Cole dit sa voix baissant. « Le chirurgien auquel vous faites référence est indisponible pour trauma de routine. Elle est shame. » Arthur interrompit, ses yeux se rétrécissant malgré l'agonie. « Je me fiche si c'est un il, elle ou un sacré robot. Faites-les descendre ici. » Les moniteurs attachés à Arthur commençaient à gémir. Sa tension artérielle chutait. 80 sur 50. Il se vidait de son sang en interne. « Obtenez Dr. Mitchell. » Cole aboya à Sarah. « Bipèse-la. Code rouge annulation. » Sarah hésita. « Dr. Cole. » Elle vient de finir une reconstruction de 12 heures. Elle est dans la salle de pause. Elle a spécifiquement dit « Est-ce que ça ressemble à ce que je me soucie de sa pose? » Cole siffla, essuyant sueur de son front. « Si le général meurt sur mon étage, nous sommes tous finis. Obtenez Clara maintenant. » 3 étages plus haut, dans une salle de pause faiblement éclairée,
qui sentait le café rassis, et le docteur antiseptique, Clara Mitchell, était assise fixant la pluie martelant contre la fenêtre. Elle avait 34 ans, mais ses yeux contenaient la lassitude de quelqu'un qui avait vécu 3 vies. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en un chignon pratique désordonné, et ses blouses étaient propres, bien que ses mains sentaient encore la sensation fantôme du sang chaud de sa dernière patiente. Elle n'était pas juste une chirurgienne. Dans la communauté médicale, elle était un mythe. Elle était celle qu'ils appelaient quand les manuels manquaient de réponse. Mais avant le diplôme de médecine, avant les éloges et le surnom de main fantôme, elle avait été quelque chose d'autre. Lieutenant Clara Mitchell, 4e bataillon de soutien au combat. Elle ferma ses yeux et pour une seconde, elle n'était pas à Seattle. Elle était de retour dans la chaleur torride de la province de Kandahar. Elle pouvait sentir le caoutchouc brûler, l'âpreté cuivrée du sang, et entendre les cris, spécifiquement les cris d'hommes abandonnés par un commandant qui choisit la gloire sur la sécurité. Son téléavertisseur bourdonnait sur la table, vibrant violemment contre la format. Elle l'ignora. Il bourdonna encore et encore, puis son téléphone portable personnel sonna. C'était Cole. Clara le décrocha. Sa voix rauque. « Henry, je vous ai dit que je suis hors service. À moins que le président n'ait été abattu, ne m'appelez pas. » Clara m'écouta. La voix d'Henry tremblait. C'est un VIP, militaire de haut rang, blessure d'éclat d'obus sévère à l'iliaque, implication vasculaire. Il refuse traitement de quiconque sauf le top chirurgien. Il est instable. Clara frotta ses tempes. Militaire, un nœud froid se serra dans son estomac. Elle avait passé 10 ans à éviter le militaire. Elle avait changé sa spécialité, changé sa localisation et enterré son passé sous des couches de succès civil. Envoyez-le à l'hôpital VA. Je ne fais plus de salut, Henry. Clara, s'il vous plaît, supplia Henry. Il est difficile. Il menace de nous fermer. C'est le général Arthur Sterling. Le nom la frappa comme un coup physique. Clara arrêta de respirer. Le téléphone se sentit lourd dans sa main. La pluie dehors sembla s'arrêter. Arthur Sterling, l'homme qui l'avait fait passer en cour martiale pour avoir sauvé un enfant local au lieu de sécuriser une caisse de ravitaillement. L'homme qui l'avait dépouillé de son rang, l'avait humilié devant son peloton et l'avait appelé une responsabilité à cœur saignant qui n'appartenait pas à un uniforme. Il était la raison pour laquelle elle avait quitté le service en disgrâce malgré avoir sauvé des douzaines de vies. Il était la raison pour laquelle elle faisait des cauchemars. « Clara, êtes-vous là ?» demanda Henry. Un calme lent, terrifiant la submergea. C'était le genre de calme qui vient avant un ouragan. « Je suis ici, murmura Clara se levant. Elle marcha à son casier et sortit un bonnet chirurgical frais. « Préparez le haut, Henry. Dites au général. Dites-lui que le meilleur vient. » En bas dans le sas de traumatologie, le chaos régnait. Arthur Sterling combattait l'anesthésie. Il était délirant de perte de sang, mais s'accrochait à sa conscience avec pure volonté. Il attrapa le poignet d'une infirmière, essayant d'insérer un haïf. J'ai dit « Attendez le chirurgien !» rugit-il à travers sa voix s'affaiblissait. « Monsieur, vous entrez en choc !» cria l'infirmière. Les portes doubles s'ouvrirent en sifflant. La pièce devint silencieuse. Clara entra. Elle ne courut pas. Elle ne se précipita pas. Elle se déplaça avec une grâce prédatrice, ses mains tenues en l'air fraîchement frottées. Elle portait un masque qui couvrait la moitié inférieure de son visage et un bonnet chirurgical tiré bas. Seulement ses yeux étaient visibles. « Statue », commanda-t-elle. Sa voix était d'acier. Elle coupa à travers la panique dans la pièce comme un scalpel. Dr. Lewis sursauta. « docteur !» éclat d'obus quadrant inférieur gauche. « TI est 70/40. Nous devons clamper l'artère immédiatement. » Clara s'approcha de la table. Elle regarda en bas l'homme se débattant sur la civière. Il semblait plus âgé qu'elle ne se souvenait. Plus gris,
mais l'arrogance gravée dans les lignes de son visage était exactement la même. « Général Sterling, dit Clara, sa voix forte et claire au-dessus des moniteurs beepers. Si vous voulez vivre, vous lâcherez mon infirmière et vous vous rallongerez. » Arthur cligna, sa vision se brouillant. Il loucha vers la femme se tenant au-dessus de lui. Il ne pouvait pas voir son visage, mais quelque chose dans sa voix, quelque chose dans l'autorité dans son ton. Cela gratta à une mémoire qu'il avait enterrée profondément. « Qui êtes-vous? » Arthur siffla. « Est-ce vous la meilleure? » Clara regarda le moniteur. Son rythme cardiaque était erratique. Elle attrapa un sédatif du plateau. « Je suis celle qui décide si vous sortez d'ici ou partez dans un sac, dit-elle froidement. Elle se pensa près de son oreille alors qu'elle injectait le sédatif dans son porte-à-feu. « Et tu me dois, Arthur. » Les yeux du général s'écarquillèrent. Il essaya de parler, essaya de s'asseoir, mais les drogues le frappèrent instantanément. Sa tête se pensa en arrière, ses yeux roulant vers le haut, mais le regard de confusion et d'horreur naissante resta figé sur son visage alors qu'il sombrait. « Il est KO, dit Clara, levant les yeux vers le personnel stupéfait. « Scalpel !» La chirurgie prit 6 heures. C'était un chef-d'œuvre de reconstruction vasculaire. L'éclat d'obus avait entaillé l'artère d'une manière qui l'aurait tué sous les mains de tout autre chirurgien. Clara travailla avec une vitesse qui effraya les résidents. Elle ne parla pas. Elle n'hésita pas. Elle répara les dommages qu'Arthur Sterling avait subis avec les mêmes mains qu'il avait autrefois déclarées inaptes au service. Quand ce fut fini, Clara enleva sa blouse et ses gants ensanglantés. Elle sortit de l'eau, laissant Dr. Lewis fermer. Elle alla à l'évier de lavage et éclaboussa eau froide sur son visage, se fixant dans le miroir. Elle l'avait sauvé. L'ironie avait un goût de bile dans sa gorge. Elle avait sauvé le monstre. Dr. Mitchell, elle se tourna. C'était Henry Cole. Il semblait soulagé. « Il est stable en soins intensifs, » dit Henry. « Excellent travail, Clara, vraiment. Ses aides demandent à vous voir. Ils veulent en remercier le héros. » Clara sécha ses mains avec une serviette en papier, la froissant en une boule serrée. « Je ne suis pas une héroïne, Henry, et je ne vais pas le voir. »« Vous devez, » dit Henry nerveusement. « Il est éveillé et il vous demande pardon. »« Eh bien, pas pardon, il demande la voix. Il dit qu'il vous connaît. » Clara figea. Il reconnut sa voix. « Dites-lui que je suis occupé, » dit Clara, se dirigeant vers la porte. « Clara, attendez. » Henry s'interposa devant elle. « Il n'est pas juste un général. Il est en cours de sélection pour secrétaire à la Défense. Si vous partez maintenant, ça a l'air mauvais. Juste allez vérifier ses signes vitaux, prenez le compliment et partez. S'il vous plaît, pour l'hôpital. » Clara serra sa mâchoire. Elle pouvait partir. Elle devrait partir. Mais une partie sombre d'elle voulait voir son visage quand il réalisa qui exactement tenait sa vie dans ses mains. Elle voulait voir le marteau de fer se briser. « Bien, » dit Clara, ses yeux lançant des éclairs. « Je vais le voir. » Elle marcha vers les soins intensifs. Le couloir semblait s'étirer sans fin. Dehors, la suite privée du général, 2 gardes armés se tenaient au garde-à-vous. Ils s'écartèrent alors qu'elle approchait, intimidée par l'aura qu'elle projetait. Elle poussa la porte ouverte. La pièce était calme, remplie du bourdonnement rythmique de soutien vital. Général Arthur Sterling gisait dans le lit, pâle et faible, mais ses yeux étaient ouverts. Il fixait le plafond, son esprit clairement travaillant à travers le brouillard d'anesthésie. Quand il entendit la porte, il tourna sa tête. Clara se tenait au pied du lit. Elle ne portait pas de masque maintenant. Son visage était entièrement visible. La cicatrice sur son menton, un souvenir d'une bombe artisanale en Irak, attrapa la lumière. Arthur plissa les yeux. Il regarda ses blouses, puis son visage. Il cligna 1 fois, 2 fois. La couleur qui était revenue à son visage disparut soudainement de nouveau. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Il essaya de se pousser vers le haut son moniteur cardiaque, commençant à biper plus vite. Bip, bip, bip. Infirmière Mitchell,
Il murmura le nom, sonnant étranger et impossible sur sa langue. Clara croisa ses bras sur sa poitrine. Elle ne sourit pas. Elle ne salua pas. « C'est Dr. Mitchell maintenant, général, » dit-elle, sa voix douce et dangereuse. « Et je crois que vous êtes dans mon lit. » Arthur la fixa, la mémoire d'une tente poussiéreuse dans le désert, s'écrasant dans la réalité stérile de la chambre d'hôpital. Il regarda la femme qu'il avait fait passer en cour martiale, la femme qu'il avait jetée comme des ordures, réalisant qu'elle était la seule raison pour laquelle il respirait encore. « Impossible, » marmonna-t-il, secouant sa tête. « Je vous ai dépouillé de vos qualifications. Vous étiez fini. »« Je l'étais, » dit Clara, faisant un pas lent plus près. « Mais le karma a une drôle de façon de revenir en cercle, n'est-ce pas, Arthur? Vous voyez, vous m'avez viré de l'armée pour être trop émotionnel pour sauver des vies. Et pourtant, vous êtes ici vivant grâce à moi. » Elle se pencha sur la barrière de son lit, son visage à quelques centimètres du sien. « Mais ne soyez pas trop à l'aise, général. Vous sauver était la partie facile. Maintenant vient la facture. » Le silence dans la suite des soins intensifs était plus lourd que le tablier de plomb que Clara portait pendant les rayons X. Général Arthur Sterling fixa Clara, son visage un kaléidoscope d'émotions choc, reconnaissance, peur, et finalement une rage impuissante mijotante. « Vous, » Arthur râla sa voix, gagnant une fraction de son ancien commandement, malgré sa faiblesse. « Vous êtes supposé travailler à une clinique de centre commercial à Idaho ou en prison. J'en ai fait en sorte. » Clara ne s'y a pas. Elle ramassa sa fiche, scannant les signes vitaux post-op avec indifférence délibérée. « Et je suis sûr que vous avez dormi profondément, pensant cela, Arthur. Mais le talent a une façon de survivre, même quand des hommes puissants essaient de l'étrangler. » Elle cliqua un stylo et fit une note. Le rythme cardiaque est élevé. « Essayez de vous calmer, général. Ce serait dommage de faire éclater vos poings et ruiner mon œuvre d'art. »« Sortez !» Arthur siffla. Il tâtonna pour le bouton d'appel sur la barrière de son lit. « Je veux Cole. Je veux mon équipe. Obtenez-moi Colonel Reed. Je suis juste ici, général. » La porte s'ouvrit en pivotant et Colonel James Reed entra. Reed était le bras droit d'Arthur, un homme qui semblait avoir été sculpté dans le granit et manquait d'âme. Il tenait une mallette, ses yeux scannant la pièce pour des menaces. Quand il vit Clara, il marqua une pause. Il ne la connaissait pas, mais il reconnut la tension dans la pièce immédiatement. « Monsieur, y a-t-il un problème? » Reed demanda, s'interposant entre le lit et Clara, sa main reposant instinctivement près de sa hanche, bien qu'il ne fût pas armé à l'hôpital. « Faites-la sortir, » Arthur commanda, pointant un doigt tremblant vers Clara. « Elle est compromise. Elle est une menace à la sécurité nationale. Je veux un nouveau chirurgien maintenant. » Reed se tourna vers Clara, son expression plate. « Docteur, vous avez entendu le général. Éloignez-vous du patient. » Clara rit. C'était un son sec, humuleux. Elle ne bougea pas d'un pouce. Au lieu de cela, elle regarda Reed de haut en bas, avec l'expression ennuyée d'une enseignante, traitant son tout petit indiscipliné. « Colonel, n'est-ce pas? » Clara dit, « Si je m'éloigne, votre patron perd sa jambe gauche dans l'heure. Peut-être sa vie par deuil. » Reed plissa ses yeux. « Ça sonne comme une menace. C'est un pronostic médical, » rétorqua Clara sèchement. « La reconstruction vasculaire que j'ai effectuée est propriétaire. C'est une technique que j'ai développée. Les nuances de la greffe, les microsutures spécifiques utilisées. Il n'y a pas un autre chirurgien dans cet hôpital enfer, dans cet état, qui sache comment gérer les soins post-op pour cela. Si quelqu'un d'autre touche cette jambe, il déclenchera un caillot. Le caillot voyagera à ses poumons, embolie pulmonaire. Partie finie. » Elle fit un pas en avant, forçant Reed à céder du terrain. « Alors allez-y, » dit Clara, gesticulant vers la porte. « Appelez Dr. Cole, appelez le président pour tout ce que je m'en soucie. Virez-moi. »
Mais quand General Sterling est un amputé parce que son ego ne pouvait pas gérer une femme à qui il a fait du tort, expliquez cela à la presse. Arthur devint pâle. Il connaissait Clara Hara. Il savait que malgré son insubordination des années passées, elle ne mentait jamais sur les faits médicaux. Elle était techniquement brillante. C'était pourquoi il l'avait haïe. Elle était brillante et elle ne le craignait pas. Retirez-vous, Reed, murmura Arthur, s'enfonçant dans ses oreillers. Le combat s'épuisa de lui, remplacé par un regard froid et calculateur. Monsieur, Reed semblait confus. J'ai dit, retirez-vous. Arthur aboya, grimaçant alors que la douleur lui montait dans la hanche. Elle reste pour l'instant. Clara Hara ricana, vérifiant le débit de goutte à goutte sur son iPhone. Choix sage. Arthur regarda Reed. Ouvrez la mallette. Donnez-lui les papiers. Reed hésita, puis plaça la mallette sur la table de plateau. Il ouvrit les loquets et sortit un document épais. Procédure standard pour personnel de haut niveau docteur, accord de non-divulgation. Il vous interdit de discuter la condition du général, sa localisation ou toute interaction personnelle que vous avez avec lui. Les yeux d'Arthur forèrent dans ceux de Clara Hara. « Et je veux un addendum », ajouta-t-il. « Vous ne devez pas discuter notre connaissance préalable. Si vous mentionnez la cour martiale, le 4e bataillon ou Kandahar, à quiconque, personnel presse, ou votre thérapeute, je ferai déchiqueter votre licence médicale. Je l'ai fait une fois, je le ferai encore. » Clara Hara regarda les papiers. Elle ne les prit pas. « Je ne signe pas chose sans mon avocat. » Clara Hara mentit. Elle n'avait pas d'avocat, mais elle savait qu'Arthur craignait les litiges. « Ce n'est pas une négociation, » grogna Reed. « Tout est une négociation, colonel, » dit Clara Hara doucement. « Vous avez besoin de moi pour sauver le marteau de fer pour qu'il puisse devenir secrétaire à la défense. J'ai besoin de « Eh bien, je n'ai besoin de rien de vous. Je suis le chef de la chirurgie traumatologique. J'ai la titularisation. J'ai une réputation que vous ne pouvez plus toucher. » Elle se pensa près d'Arthur, ignorant Reed entièrement. « Je ne signerai pas votre NDA, Arthur, parce que je n'ai pas besoin d'un morceau de papier pour me garder professionnel. Je suis les lois HIPAA. Je ne dirai pas à la presse votre condition médicale. » Elle marqua une pause, laissant le silence s'étirer. « Mais si vous essayez de me menacer encore, murmura-t-elle, si vous essayez de tyranniser mon personnel, ou si vous traitez cet hôpital comme vos casernes personnelles, alors je pourrais juste accidentellement laisser échapper à un journaliste que le grand général Sterling a pleuré pour sa mère pendant qu'il était sous anesthésie. » Le visage d'Arthur tourna une teinte violente de rouge. « Vous n'oseriez pas. »« Essayez-moi, » dit Clara Hara se redressant. « Je ne suis pas le lieutenant que vous avez brisé 10 ans passés. Je suis le docteur qui possède votre artère fémorale. Jouez bien. » Elle tourna sur son talon et marcha vers la porte. « Vérifiez ses signes vitaux toutes les 15 minutes, Reed. S'il devient bleu, appuyez sur le bouton rouge. Je serai à la cafétéria. » Alors que la porte se fermait en cliquant, Arthur attrapa un verre d'eau de son plateau et le lança contre le mur. Il se brisa, l'eau coulant le long de la peinture comme des larmes. Découvrez tout sur elle, Arthur rongeait à lire. Découvrez à qui elle parle. Découvrez où elle vit. Si elle dépasse un orteil de la ligne, nous la détruisons encore. Dès le lendemain matin, l'hôpital général Mercy était assiégé. Ce n'était pas une armée ennemie, mais quelque chose de bien pire, le cycle de nouvelles de 24 heures. Des fourgonnettes de presse encombraient l'entrée du sas d'ambulance des antennes paraboliques pointant vers le ciel gris de Seattle comme des mortiers. Le titre était partout. Général Sterling blessé dans accident d'entraînement. Chirurgie héroïque. Sauve le nominé secrétaire à la défense. À l'intérieur, l'administration de l'hôpital était en panique. Doc Henry Cole transpirait à travers sa 2e chemise du jour. « Clara Hara, vous devez leur parler », Henry plaida, poursuivant Clara Hara dans le couloir. « CNN Fox, la BBC, ils veulent tous un commentaire du chirurgien mystère. L'équipe de relations publiques du général dit que c'est de bonnes optiques. »
Clara s'arrêta à la station de Nurses, signant une réquisition de médicaments. « Non, Clara, s'il vous plaît, supplia Henry. L'hôpital a besoin de ceci. » Les donateurs regardent. Juste une simple déclaration. Le général se repose confortablement. La chirurgie fut un succès. C'est tout. Clara claqua le presse-papier. « Je ne suis pas un accessoire, Henry, et je ne suis certainement pas un accessoire pour lui. » Dr. Mitchell. Une voix vint de derrière eux. Ce n'était pas un docteur. C'était un homme en imperméable tranchant, tenant un badge de presse qui l'identifiait comme correspondant senior pour le Washington Post. Il avait un visage qui semblait digne de confiance, ce qui signifiait qu'il était dangereux. « Robert Kane, » dit l'homme tendant une main. « Désolé de vous embusquer à l'intérieur de la zone sécurisée, mais j'ai une façon avec les gardes de sécurité. » Henry semblait prêt à s'évanouir. « Monsieur, c'est une zone restreinte. » Kane ignora Henry et focalisa son regard intense sur Clara. « Votre Dr. Clara Mitchell, première de votre classe à Johns Hopkins, chef de traumatologie, et anciennement Lieutenant Clara Mitchell, en mai des États-Unis. Date de libération, août 2015. Cause déshonorable. » Le couloir devint mortellement silencieux. Les infirmières arrêtèrent de taper. La bouche d'Henry tomba ouverte. Clara sentit un frisson froid courir le long de sa colonne vertébrale, mais son visage resta un masque de pierre. Elle se tourna lentement pour faire face à Kane. « Vous avez fait vos devoirs, monsieur Kane. Je le fais toujours. » Kane sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. C'est une histoire fascinante. Une infirmière de combat décorée passée en cour martiale pour lâcheté et insubordination durant une mission de ravitaillement critique. L'officier commandant à l'époque, Major Arthur Sterling, le même homme que vous venez de passer 6 heures à recoudre. Kane s'approcha, baissant sa voix. « C'est une sacrée coïncidence, docteur. Où est-ce? Certains pourraient appeler cela justice poétique. D'autres pourraient appeler cela conflit d'intérêts. Clara vit le piège immédiatement. Si elle s'engageait, elle devenait l'histoire. Si elle montrait colère, elle validait l'étiquette instable qu'Arthur lui avait collée des années passées. « J'ai traité un patient, Monsieur Kane, » dit Clara d'une voix égale. Le nom sur la fiche ne change pas l'anatomie de la blessure. C'est le serment que j'ai prêté. Un meilleur serment, je pourrais ajouter, que celui que certains soldats prêtent. Les sourcils de Kane se levèrent. Est-ce un commentaire sur le service du général Sterling? C'est un commentaire sur votre question, Clara détourna. Maintenant, à moins que vous n'ayez une urgence médicale, je suggère que vous quittiez mon étage avant que je ne fasse enlever la sécurité vous chirurgicalement. Kane gloussa, reculant. Je pars. Mais Dr. Mitchell, j'ai des sources qui disent que le rapport officiel sur cette mission de ravitaillement en 2015 manquait quelques pages, spécifiquement les pages sur les pertes civiles ordonnées par le marteau de fer. Si jamais vous voulez rétablir la vérité, voici ma carte. Il glissa une carte blanche dans la poche de sa blouse et s'éloigna en sifflant. Clara resta figée. Elle pouvait sentir la carte brûler contre sa poitrine. Elle avait la preuve. Elle avait gardé les journaux numériques de cette nuit sur un disque crypté pendant 10 ans. Elle ne les avait jamais utilisés parce qu'elle craignait les représailles. Mais maintenant, Clara, murmura Henry, l'air terrifié. De quoi parlait-il? Libération déshonorante. C'était il y a longtemps, Henry. Clara dit, sa voix creuse. Oubliez ça. Dr. Mitchell, code bleu. Je vous vois 4. L'interphone retentit, brisant le moment. Soins intensifs 4. C'était la chambre d'Arthur. Clara ne pensa pas. Elle courut. Elle fit éruption dans la suite des soins intensifs pour trouver le chaos. Colonel Reed criait après une infirmière. Arthur se débattait dans le lit, haletant pour l'air, son visage devenant violet. Les moniteurs criaient. « Que s'est-il passé? » Clara cria, poussant Reed de côté. « Il a juste commencé à faire des crises. » L'infirmière cria. « Je lui ai donné les analgésiques que vous avez ordonnés et 2 minutes plus tard. » Clara regarda le moniteur.
Anaphylaxie ou une réaction? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Clara exigea. Morphine 5 mg. Il n'est pas allergique à la morphine. Clara claqua. Elle attrapa une lampe stylo et ouvrit les paupières d'Arthur. Ses pupilles étaient des têtes d'épingle. Vérifiez le sac, ordonna Clara. Elle attrapa la poche de perfusion accrochée au support. Elle était étiquetée morphine, mais le fluide avait une légère teinte à peine visible. Arrêtez la perfusion. Clara coupa la ligne avec des ciseaux de traumatologie. Obtenez-moi Narcan et épinéphrine maintenant. Il a été dosé avec autre chose. Elle commença les compressions thoraciques. Allez, vous fils d'un être, grogna-t-elle, pompant la poitrine d'Arthur. Vous ne mourrez pas sur moi. Pas encore. Pas avant que je le dise. Arthur haleta, son dos s'arquant du matelas. Il aspira une respiration irrégulière, ses yeux s'ouvrant en grand dans la terreur. Il leva les yeux, et la première chose qu'il vit fut Clara planant au-dessus de lui comme un ange vengeur. « Restez avec moi. » Clara commanda, ses mains fermes sur ses épaules. « Respirez. » Alors que l'équipe d'urgence se précipitait pour le stabiliser, Clara Era regarda vers la poubelle. Elle vit un petit flacon vide qui n'appartenait pas à la pharmacie de l'hôpital. Elle regarda Colonel Reed. Le colonel ne regardait pas Arthur. Il regardait le sol, sa mâchoire serrée. Une froide réalisation frappa Clara. Ce n'était pas une erreur médicale. Quelqu'un avait dit essayer de tuer le général. Et à l'intérieur de cette pièce verrouillée, seulement quelques personnes avaient accès. Arthur stabilisa sa respiration peu profonde. Il agrippa le poignet de Clara, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Il ne pouvait pas parler, mais ses yeux étaient grands ouverts, suppliants. L'arrogance était partie. Tout ce qui restait était la peur brute d'un homme qui réalisa qu'il était entouré de loups. Clara se pencha ses lèvres, frôlant son oreille afin que seul lui puisse entendre. « Quelqu'un vient d'essayer de vous surdoser, Arthur, et ce n'était pas moi. » Elle recula, regardant Reed, puis de nouveau Arthur. « Il semble que je ne sois pas la seule avec qui vous vous êtes fait des ennemis. Mais en ce moment, je suis la seule à vous maintenir en vie. » Arthur la fixa, des larmes de choc piquant ses yeux. Il hocha un mouvement à peine perceptible. Clara Era se leva et se tourna vers la pièce. « Dégagez la pièce. Colonel Reed, vous aussi attendez dans le couloir. »« Je reste avec le général, » protesta Reed. « Si vous restez, » dit Clara Era, sa voix tombant à un murmure mortel. « J'appelle la police et fais tester cette poche de perfusion pour empreinte digitale. Voulez-vous cela, colonel? » Le visage de Reed devint vide. Il fixa Clara Era pendant une longue seconde, puis hocha une fois. « Je serai dehors. » Alors que la pièce se vidait, Clara regarda en bas l'homme qui avait ruiné sa vie. Il était brisé, terrifié et impuissant. « Bienvenue dans mon monde, Arthur, » murmura-t-elle. « Maintenant, dites-moi tout. » La lourde porte de la suite des soins intensifs claqua fermée, mais pour le général Arthur Sterling, cela ressemblait moins à un sanctuaire et plus à un cercueil. Il tremblait non de la douleur dans sa jambe, qui était un feu sourd et lancinant, mais de l'adrénaline d'un homme qui venait de regarder la mort en face et reconnut l'assassin. Clara se tenait près de la fenêtre, regardant à travers les stores. Elle avait déjà désactivé la caméra interne de la pièce avec un morceau de sparadrap chirurgical. « Parlez, » dit Clara, ne se retournant pas. « Pourquoi votre propre chef d'état-major vient-il d'essayer d'arrêter votre cœur? » Arthur lutta pour s'asseoir, son visage gris. « Oh, » il croassa. Clara marcha à l'évier, remplit un gobelet en plastique et le lui tendit. Il but goulûment, une partie se répandant sur sa blouse d'hôpital. C'était une vue pathétique, le marteau de fer. Un homme qui décida autrefois du destin des nations d'un trait de plume, maintenant incapable de tenir une tasse sans trembler. « Reed n'est pas juste un chef d'état-major, » Arthur murmura à sa voix, gagnant un bord dentelé. « C'est un manipulateur. Il travaille pour Blackwood Defense, les entrepreneurs qui ont construit le prototype explosif qui m'a mis ici.
Les yeux de Clara se rétrécirent. L'accident d'entraînement. Ce n'était pas un accident, dit Arthur amèrement. J'ai découvert que les puces de guidage étaient défectueuses. Importation bon marché. Ils allaient tuer des soldats sur le terrain pour économiser quelques millions en fabrication. J'ai menacé de retirer le contrat. J'ai dit à Reed que j'allais au comité de surveillance du Sénat la semaine prochaine. Il rit, un son sifflant. Je pensais être intouchable. Je pensais que l'uniforme me protégeait. Mais l'argent ne se soucie pas du rang. Clara le fixa. Alors ils ont essayé de vous tuer sur le terrain. Ça a échoué. Alors ils vous ont envoyé ici et Reed était censé finir le travail discrètement. Une complication pendant la chirurgie ou une embolie soudaine et il aurait réussi. Arthur la regarda, ses yeux cherchant les siens. Si vous n'aviez pas surveillé, Clara croisa ses bras. Ne pensez pas que je l'ai faite pour vous, Arthur. Je l'ai faite parce que je ne laisse pas les meurtriers opérer dans mon hôpital. Ça n'importe pas pourquoi, dit Arthur. Il sait qu'il a échoué. Il est dehors en ce moment, probablement en train d'appeler une équipe de nettoyage. Il ne peut pas me laisser me réveiller demain. Si je témoigne, Blackwood perd des milliards. Ils brûleront cet hôpital pour m'atteindre. Arthur essaya de balancer ses jambes hors du lit, mais la douleur le fit crier. Il s'effondra en arrière, respirant difficilement. J'ai besoin d'atteindre une ligne sécurisée, allaita-t-il. J'ai besoin d'appeler General Vance au Pentagone. C'est le seul en qui j'ai confiance. Les téléphones dans cette pièce sont surveillés, dit Clara calmement. Et si vous quittez cette pièce, Reed vous repérera. Vous ne pouvez pas y marcher. Vous êtes piégé, général. Arthur ferma ses yeux, la défaite le submergeant. Alors je suis mort. Et vous? Vous êtes un témoin. Ils vous tueront aussi. Clara ne semblait pas effrayée. Elle semblait pensive. Elle marcha vers l'armoire de fourniture et sortit une nouvelle paire de blouses. Vous ne vous souvenez vraiment pas qui je suis, n'est-ce pas? Arthur, demanda-t-elle doucement. Arthur ouvrit ses yeux. Je me souviens que vous étiez une faiseuse de troubles, un lieutenant qui a désobéi aux ordres de sécuriser un périmètre parce que vous vouliez traiter une fille locale prise dans les tirs croisés. Vous avez mis en danger l'unité. J'ai sauvé une vie, Clara le corrigea, sa voix d'acier froid. Et le périmètre que j'ai échoué à sécuriser, il était vide. Il n'y avait pas d'hostile. Vous aviez besoin d'un bouc émissaire parce que votre renseignement était faux. Vous aviez besoin de me ruiner pour couvrir votre propre incompétence. Arthur détourna le regard, la honte perçant enfin son armure. Il savait qu'elle avait raison. Il le savait depuis 10 ans. J'ai survécu au désert, Arthur, dit Clara, jetant un paquet de bandages sur ses genoux. Et j'ai survécu à la cour martiale. J'ai survécu à la perte de ma carrière, de ma pension et de ma réputation. Pensez-vous qu'une paire de mercenaires d'entreprise m'effraie? Elle se déplaça vers la table de chevet et attrapa un scalpel, le glissant dans sa poche. « Nous partons, » annonça-t-elle. « Partir. » Arthur rechigna. « Je ne peux pas marcher. Et Reed est dehors. Nous ne sortons pas par la porte d'entrée. » Clara dit. Elle marcha vers le mur derrière le lit où un grand panneau couvrait les branchements d'oxygène et de gaz. Elle enfonça un tournevis plat qu'elle avait pris d'un tiroir dans le joint du panneau et tourna avec un gémissement de métal. Le panneau s'ouvrit en claquant, révélant un espace de rampe d'entretien sombre et étroit. Ce bâtiment fut construit dans les années 1950, expliqua Clara. Ils ont construit des tunnels de service derrière les murs des soins intensifs pour l'entretien des tuyaux. Ils mènent au Sub-Bay, l'ancienne morgue. Arthur regarda le trou sombre, puis la pièce d'hôpital impeccable, de haute tech. Vous voulez que le nominé pour secrétaire à la défense rampe à travers un mur. Je veux que le patient vive. Clara dit, vous avez 2 choix, général. Vous pouvez rester ici et attendre que Colonel Reed revienne avec une seringue pleine de chlorure de potassium, ou vous pouvez faire confiance à la femme que vous avez appelée lâche. Il y eut un lourd coup sur la porte. Dr. Mitchell, c'était la voix de Reed, étouffée mais gaie.
étouffée mais agressive. « Ouvrez! J'ai des ordres de transférer le général. » Clarara regarda Arthur. Le temps est écoulé. Arthur serra ses dents. Il regarda la porte, puis Clarara. Pour la première fois de sa vie, il rendit le contrôle. « Aidez-moi à me lever, » dit-il. Le tunnel d'entretien sentait la poussière, la rouille et le vieux cuivre. Il était étroit, à peine assez large pour les larges épaules d'Arthur, mais Clarara s'y déplaça avec une aisance pratiquée, tirant le général derrière elle sur une luge de fortune qu'elle avait fabriquée à partir d'un drap de lit. Arthur était en agonie. Chaque bosse envoyait des chocs de douleur à travers sa hanche, mais il mordit sur une serviette roulée pour s'empêcher de crier. La sueur coulait sur son visage, se mêlant à la crasse du tunnel. « Continuez de bouger, » murmura Clarara, sa voix résonnant légèrement dans l'obscurité. « Nous sommes presque à la cage d'ascenseur de Fred. Vous naviguez cela comme un rat, » Arthur siffla, essayant de paraître dérogatoire mais échouant. « Je connais chaque pouce de ce bâtiment, » répliqua Clarara. « Quand je l'ai eu ici pour la première fois, je travaillais le quart de nuit. J'ai réparé la plomberie quand l'entretien était lent. Je sais comment le sang coule dans les tuyaux. Et je sais comment l'eau coule dans les murs. » Ils atteignirent une trappe de service. Clarara l'ouvrit d'un coup de pied et ils tombèrent sur un sol en béton froid. Ils étaient dans le sub. L'air ici était glacial. Cette partie de l'hôpital avait été abandonnée 10 ans passés pendant une rénovation. Vieille civière, machine IRM cassée et piles de classeurs poussiéreux créaient un labyrinthe d'ombre. « Où sommes-nous » Arthur demanda, frissonnant. « Vieille radiologie, » dit Clarara, l'aidant à s'asseoir contre un pilier en béton. « Garçon bordé mur, pas de signal cellulaire, mais aussi pas de signature thermique. S'ils ont des drones ou des scanners, ils ne peuvent pas nous voir ici. » Intelligent, Arthur admit. Il regarda sa jambe. Les bandages étaient tachetés de sang frais. « Je saigne encore. » Clarara s'agenouilla, vérifiant la blessure. « Vous avez fait sauter un point. Appliquez pression. » Elle lui tendit un tampon de gaz. « J'ai besoin de trouver une ligne fixe. Il y a un téléphone d'urgence dans l'ancienne cabine de sécurité au bout du couloir. Attendez. » Arthur attrapa son bras. Sa prise était faible. « Pourquoi faites-vous cela? Vous me haïssez. Vous avez tout droit de me laisser ici à pourrir. » Clarara regarda sa main, puis son visage. Dans l'éclairage d'urgence faible, ses yeux bleus brûlaient. « Parce que j'ai prêté serment, Arthur. Ne faites aucun mal. Ce serment signifie quelque chose pour moi, même si votre serment ne signifiait rien pour vous. » Elle retira son bras doucement. « Et peut-être, je veux que vous viviez assez longtemps pour répondre de ce que vous avez fait. Pas à un tribunal, mais au monde. » Elle se leva. « Restez ici. Si vous entendez des pas, et ce n'est pas moi, utilisez ceci. » Elle lui tendit le scalpel. Arthur regarda la petite lame. C'était l'outil d'un chirurgien, pas l'arme d'un soldat. « C'est ça. C'est assez coupant pour sectionner une artère carotide, » dit Clarara sombrement. « Juste ne manquez pas. » Clarara se déplaça dans l'obscurité, ses pas silencieux. Arthur la regarda partir, un sentiment étrange gonflant dans sa poitrine. C'était du respect réticent, douloureux. Il s'assit seul dans l'obscurité pendant 5 minutes, écoutant l'égouttement d'un tuyau qui fuit. Puis il l'entendit. Le son des portes d'ascenseur s'ouvrant en forçant à l'extrémité du sous-sol. Clang, bottes lourdes sur béton, pas les baskets de Clarara. Balayer la zone. Une voix résonna. Elle était distordue par une radio, mais Arthur reconnut la cadence. C'était une équipe tactique. « Reed a dit qu'ils sont allés dans les murs, » dit la voix. « Vérifiez les signatures thermiques. »« Ne peut pas, monsieur. Trop d'interférences de plomb. Nous devons le faire manuellement. » Lampe de poche allumée. Tué sur place. Le cœur d'Arthur martelait contre ses côtes. Il agrippa le scalpel. Il était un canard assis. Il ne pouvait pas courir. Il ne pouvait pas combattre. Il vit le faisceau d'une lampe de poche tactique couper à travers la pénombre, balayant l'ancien équipement. Elle se rapprochait.
Soudain, un fort fracas résonna du côté opposé de la pièce. Un plateau métallique s'écrasa au sol. « Contact gauche !» cria le soldat. « Bougez! Bougez !» Les bottes tonnèrent loin d'Arthur vers le bruit. Arthur réalisa ce que Clara Hara avait fait. Elle avait créé une distraction. Elle les éloignait de lui. « Elle est folle », murmura Arthur. « Elle va se faire tuer. » Mais Clara Hara n'était pas juste une distraction, elle était une chasseuse. Dans les ombres de l'ancienne salle IRM, Clara Hara attendait. Elle tenait une palette de défibrillateurs dans chaque main. Elle avait arraché l'unité de chargement d'un vieux chariot d'urgence et l'avait démarré en direct à un bloc batterie robuste qu'elle avait trouvé en maintenance. Le voyant prêt clignota vert. Le premier mercenaire contourna le coin, son fusil levé. Il portait un équipement tactique noir et des lunettes de vision nocturne. Il ne vit pas Clara Hara pressée à plat contre le haut de la machine IRM. Alors qu'il passait en dessous, Clara Hara tomba. Elle atterrit sur son dos, l'impact chassant l'air de ses poumons. Avant qu'il ne puisse crier, elle claqua les palettes sur la peau exposée de son cou juste au-dessus de son gilet tactique. Zap! L'homme convulsa violemment et tomba comme une pierre, inconscient avant de toucher le sol. Clara Hara roula de lui, attrapant sa radio et son arme de poing. Elle vérifia la chambre. Chargé. Cible à terre. La radio crépita. Rapport. Clara Hara pressa le bouton de transmission. Elle ne murmura pas. Elle parla avec sa voix de commandement, la voix de Lieutenant Mitchell. « Homme à terre, dit-elle calmement. Vous êtes dans ma salle d'opération maintenant, les garçons, et je suis sur le point de commencer l'amputation. » Elle jeta la radio et fondit de nouveau dans les ombres. De retour au pilier, Arthur entendit la transmission. Il fixa l'obscurité avec incrédulité. Un sourire sombre et sanglant tira le coin de sa bouche. « C'est ma fille, » marmonna-t-il. Mais la victoire fut de courte durée. Coupé le bavardage, la voix de Reed résonna à travers le sous-sol. Il était descendu lui-même. « C'est une femme avec un diplôme médical. Vous êtes des entrepreneurs d'élite. Flanquez-la, débusquez-la avec du gaz. » Un bidon glissa sur le sol, sifflant. Gaz lacrymogène. Fumée blanche commença à remplir le sous-sol rapidement. Clara Hara toussa, tirant le haut de sa blouse sur son nez. Elle ne pouvait pas les combattre dans le gaz. Elle avait besoin de retourner à Arthur. Elle se déplaça bas, naviguant par mémoire. Elle trouva Arthur toussant, ses yeux pleurant. « Nous devons bouger » râla-t-elle, attrapant son bras. « Je ne peux pas » Arthur s'étouffa. « Le gaz. »« Levez-vous » cria Clara Hara, le traînant sur ses pieds. Il y a un évent d'échappement dans le pousse-linge. Allez, ils trébuchèrent à travers la fumée. Les balles étincelèrent contre le béton autour d'eux. Ping, ping. Là, une visée laser coupa à travers la fumée, atterrissant sur le dos d'Arthur. Clara Hara ne pensa pas. Elle fit pivoter Arthur, le poussant derrière une lourde armoire de classement en acier. Une fraction de seconde plus tard, une balle déchira l'air où Arthur s'était tenu. Elle effleura le bras de Clara Hara, déchirant le tissu et coupant la peau. Elle cria, tombant en arrière. « Clara !» Arthur cria, l'attrapant. « Je vais bien », elle serra, ses dents serrant son bras qui saignait. Juste une éraflure, continuez de bouger. Ils atteignirent le pousse-lingeute, une grande ouverture industrielle utilisée pour le linge sale. Ils menaient à la chaufferie, mais c'était une chute droite. « Sautez !» Clara Hara ordonna. « Êtes-vous fou ?» Arthur cria par-dessus les tirs. « Le linge est au fond. C'est un atterrissage en douceur. Allez !» Les mercenaires se rapprochaient. Des figures sombres émergèrent de la fumée. Arthur regarda la goulotte puis Clara Hara. Il attrapa sa main. « Ensemble » dit-il. Il n'attendit pas de réponse. Il la tira avec lui et ils plongèrent dans l'obscurité de la goulotte juste alors qu'une grêle de balles mâchait le rebord métallique au-dessus d'eux. Ils dégringolèrent, glissant à travers le tunnel métallique lisse, prenant de la vitesse jusqu'à Boom. Ils atterrirent dans un énorme tas de draps d'hôpital sale dans la chaufferie. L'air était chaud et bruyant avec le rugissement des fours.
Arthur gémit, roulant sur son dos. Je pense que j'ai cassé mon autre jambe. Clara rampa vers lui, le vérifiant rapidement. Non, juste contusionné. Vous êtes dur, vieil homme. Elle vérifia son propre bras. Il saignait lentement. Elle attacha une bande de drap autour d'elle serrée. Nous avons acheté peut-être 5 minutes, dit Clara, regardant la lourde porte en fer de la chaufferie. Ils descendront les escaliers. Nous ne pouvons pas les semer, dit Arthur, sa voix grave. Nous avons besoin d'une arme, une vraie. Clara regarda autour de la chaufferie. Elle était remplie de tuyaux de vapeur à haute pression, de vannes et de produits chimiques. Ses yeux se posèrent sur la vanne de pression principale pour le système de stérilisation de l'hôpital. « Je n'ai pas de pistolet, » dit Clara, ses yeux brillants d'une idée dangereuse. « Mais j'ai quelque chose de mieux. » Physique, elle pointa vers la conduite de vapeur principale directement devant la porte. « Arthur, pouvez-vous tirer ?» demanda-t-elle, lui tendant le pistolet qu'elle avait pris du mercenaire. Arthur prit le pistolet. Sa main était stable maintenant. Le soldat était revenu. « Je ne manque jamais. »« Bien, » dit Clara, « quand cette porte s'ouvre, ne tirez pas sur les hommes, tirez sur la vanne. » Arthur regarda la roue de la vanne rouge sur le tuyau. Elle était étiquetée « Avertissement vapeur surchauffée ». 400 PSI. Il hocha lentement. « Compris. » Ils attendirent. La poignée sur la porte en fer commença à tourner. « Préparez-vous, » murmura Clara, s'accroupissant derrière une barrière en béton. La porte s'ouvrit en grand. Colonel Reed se tenait là, flanqué de 3 hommes. « Fin de la ligne, Général Reed cria, levant son arme. « Maintenant, » Clara cria. Arthur tira. La balle frappa le mécanisme de la vanne parfaitement. Boum! Le tuyau explosa. Un jet de vapeur blanche surchauffée jaillit avec la force d'un moteur à réaction directement dans l'embrasure de la porte. Les cris furent immédiats et horribles. Reed et ses hommes furent engloutis dans un nuage aveuglant et brûlant qui les projeta en arrière dans le couloir. Leurs armes s'écrisèrent au sol alors qu'ils s'éloignaient dans désordre, aveuglés et brûlés. « Sortez par la sortie arrière !» Clara cria. Elle attrapa Arthur et ils boitèrent par la porte de service arrière dans la nuit pluvieuse de Seattle. Ils étaient vifs, mais ils étaient à découvert, et la nuit était loin d'être finie. La pluie à Seattle était impitoyable. Elle fouettait Clara et Arthur alors qu'ils se blottissaient derrière une benne à ordures dans l'allée de service sombre derrière leur hôpital. Arthur était pâle, son adrénaline s'estompant, le laissant trembler avec l'apparition du choc. Le bandage de fortune sur le bras de Clara était trempé, mais elle ne se plaignit pas. « Nous ne pouvons pas aller loin. » Arthur claqua des dents, ses dents cliquetant ensemble. « Ma jambe, c'est fait. » Clara scanna l'allée. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant, mais était-il la police venant aider ou les contacts de Reed venant nettoyer le désordre? « Nous n'avons pas besoin d'aller loin, » dit Clara, ses yeux se fixant sur une berline noire garée sous un lampadaire vacillant à environ 50 mètres. Le moteur tournait au ralenti. « Qui est-ce que là? » Arthur demanda, agrippant le pistolet d'une main tremblante. « Notre stratégie de sortie, » dit Clara. Elle fouilla dans sa poche et sortit la carte de visite mouillée et froissée que Robert Quinn lui avait donnée plus tôt. Elle avait texté le numéro dessus au moment où ils entrèrent dans le pousse-linge. Le texte avait été simple. « Allez nord, apportez une caméra. » Maintenant Clara agita son bras. Les phares de la berline clignotèrent 2 fois. C'est le reporter. Arthur réalisa l'horreur naissant sur lui. « Vous avez appelé la presse. Clara, je suis un atout classifié. Si je lui parle, ma carrière est finie. Je serai attrapé maréchalisé pour fuite de secret. » Clara attrapa les revers de sa blouse d'hôpital mouillée et le tira près. « Arthur, regardez-moi. Votre carrière est déjà finie. Reed a essayé de vous tuer. Blackwood Defense possède vos supérieurs. La seule chose qui vous maintient en vie ce soir est si vous devenez si célèbre, si public, qu'ils ne peuvent pas vous toucher
sans que le monde entier ne regarde. Elle pointa la voiture. Cette caméra est votre bouclier. Utilisez-la. Avant qu'Arthur ne puisse argumenter, la porte arrière de l'hôpital s'ouvrit en éclatant. Colonel Reed trébucha dehors. Il était un cauchemar à regarder. Son visage était rouge boursouflé de la vapeur, son uniforme collant à sa peau. Il était aveugle d'un œil, mais il tenait toujours son arme. 2 autres mercenaires se déversèrent derrière lui, toussants, mais fonctionnels. « Là! » Reed cria, pointant son pistolet vers la benne à ordures. « Tuez-les! Courez! » Clara cria. Elle hissa Arthur, agissant comme une béquille sur son côté gauche. Ils boitèrent vers la berline. « Faites-les tomber! » Reed cria, levant son fusil. Soudain, les portes de la berline s'ouvrirent en grand. Robert Kane sortit, mais il n'était pas seul. Un caméraman avec un massif équipement monté sur épaule sauta la lumière d'inondation LED brillante, aveuglément s'allumant. « Enregistre! » cria le caméraman. « General Sterling! » Kane cria sa voix, projetant comme un maître de cérémonie. « Est-il vrai que Blackwood Defense vient d'essayer de vous assassiner à l'intérieur d'un hôpital américain? » La lumière vive frappa Reed et ses mercenaires. Ils se figèrent. C'étaient des entrepreneurs d'opérations noires. Ils opéraient dans l'obscurité. Être pris sur une caméra de nouvelle haute définition au milieu du centre-ville de Seattle était leur pire cauchemar. Caméra, Reed siffla, protégeant son visage. « Avortez! Avortez! Tirez-leur dessus! » argumenta un mercenaire. « Pas en direct, idiot! » Reed grogna. Il regarda Arthur, puis l'objectif de la caméra qui zoomait sur son visage brûlé. Il savait que c'était fini. S'il appuyait sur la gâchette maintenant, il ne serait pas juste un tueur. Il serait l'homme le plus recherché en Amérique par deuil. Reed baissa son arme, crachant du sang sur le pavé mouillé. Il regarda Clara avec pure haine. « Vous êtes morte, Mitchell », il articula. Puis les mercenaires attrapèrent Reed et se précipitèrent dans une fourgonnette en attente, décollant de l'allée juste alors que les premières voitures de police crissaient sur les lieux. Clara et Arthur s'effondrèrent contre la berline de Kane. Le reporter se précipita, regardant le sang sur leurs vêtements avec un mélange d'inquiétude et de joie professionnelle. « Je suppose que c'est une exclusivité », demanda Kane, signalant au caméraman de continuer d'enregistrer. Arthur regarda la caméra. Il regarda Clara, qui tenait son bras qui saignait, se tenant droite malgré l'épuisement. Elle l'avait sauvée. Elle avait déjoué une équipe de tueurs, navigué un système de tunnels et armé les médias pour sauver sa vie. Arthur redressa sa posture. Il regarda directement dans l'objectif. « Oui. »« Arthur dit, sa voix retrouvant son ancienne cadence de fer. « Je veux faire une déclaration. Je veux parler des explosifs défectueux qui ont tué mes hommes. Je veux parler de la corruption au Pentagone. Et je veux parler du chirurgien qui vient de sauver ma vie. » Il posa une main sur l'épaule de Clara. Son nom est Clara Mitchell, et elle est la plus fine soldat que j'ai jamais connue. 3 mois plus tard, la salle d'audience du Sénat était bondée. C'était seulement des places debout. La climatisation menait une bataille perdante contre la chaleur des lumières de télévision et la foule de corps. « General Sterling, veuillez énoncer votre nom pour le dossier. » Arthur s'assit à la table des témoins. Il semblait différent. Il marchait avec une canne, maintenant sa jambe gauche raidie en permanence, mais il portait un costume immaculé, pas un uniforme. Il avait démissionné de sa commission le jour après l'incident de l'allée. « Arthur James Sterling », dit-il dans le microphone. « Général, le sénateur dirigeant le comité commença à regarder par-dessus ses lunettes. Nous avons examiné les preuves fournies par vous et Dr. Mitchell, les enregistrements audio de la chaufferie, les preuves médico-légales des poches de perfusion altérées. C'est accablant. » Le sénateur marqua une pause. Blackwood Defense a déposé le bilan ce matin. Des mises en accusation ont été prononcées pour Colonel Reed et 12 autres. Mais il y a un fil lâche. La pièce devint silencieuse.
L'affaire de la cour martiale de Dr. Clara R. Mitchell en 2015. Vous étiez l'officier président. Vous avez affirmé qu'elle était inapte au service. Souhaitez-vous modifier cette déclaration? Arthur tourna dans sa chaise. Il regarda vers l'arrière de la pièce. Clara était assise dans la galerie. Elle ne portait pas de blouse. Elle portait une simple robe bleu marine. Elle semblait fatiguée. Elle avait travaillé des doubles corps pour faire face à l'afflux de patients venant à l'hôpital du chirurgien héroïque. Mais elle semblait en paix. Arthur se tourna de nouveau vers le microphone. « Sénateur, dit Arthur, sa voix épaissie d'émotion. 10 ans passés, j'ai pris une décision basée sur l'arrogance. J'ai valorisé l'obéissance sur la moralité. J'ai puni un lieutenant pour avoir montré l'humanité même que nous prétendons défendre. » Il prit une profonde respiration. « Dr. Mitchell n'a pas juste sauvé ma vie 3 mois passés. Elle a sauvé mon âme. Elle m'a montré que la vraie force n'est pas de suivre les ordres. C'est de faire ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout. » Arthur tira un morceau de papier de sa poche. « Je demande officiellement que le département de la Défense efface le dossier de Clara Mitchell, restaure son grade avec pleine rétroactivité et lui décerne la Distinguished Service Cross pour ses actions à Kandahar et pour ses actions à Seattle. » La pièce éclata. Des flashs claquèrent comme des feux d'artifice. Les gens se levèrent et applaudirent. Clara Hara n'applaudit pas. Elle hocha simplement un petit sourire triste, touchant ses lèvres. Elle ne voulait pas la médaille. Elle ne voulait pas le grade. Elle voulait juste que la tache sur son nom disparaisse. Elle se leva tranquillement et se glissa par les portes arrière pendant que les applaudissements rugissaient encore. Dehors sur les marches du Capitole, le soleil brillait. « S'enfuyant encore, docteur. » Clara Hara se tourna. Arthur l'avait suivi dehors, boitant lourdement sur sa canne. « J'ai un corps dans 6 heures, Arthur, dit-elle. Certains d'entre nous travaillent encore pour vivre. » Arthur s'arrêta en haut des escaliers. Il semblait vieux, fatigué, mais plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je suis désolé, dit-il. C'était simple. Pas de langage fleuri, juste la vérité. »« Je sais, dit Clara Hara. Que ferez-vous maintenant? » Arthur demanda. « L'armée vous veut de retour. Il vous offre un commandement. » Clara Hara rit, secouant sa tête. « Non, j'en ai fini avec les guerres, Arthur. Je soigne les gens, c'est mon combat. » Elle descendit quelques marches, puis marqua une pause et le regarda de nouveau. « Mais si vous avez besoin d'une prothèse de hanche, elle ricana. Appelez quelqu'un d'autre. Je suis trop extincé pour vous. » Arthur gloussa un son authentique. Il la regarda s'éloigner, disparaissant dans la foule de touristes et de travailleurs de la ville. Le marteau de fer avait été brisé et reforgé, et la femme qui tenait le marteau s'était éloignée non comme une subordonnée, non comme une victime, mais comme la seule chose qu'elle avait jamais voulu être, libre. Quelle course! D'une infirmière disgraciée au chirurgien qui a fait tomber un empire militaire corrompu, l'histoire de Clara Mitchell prouve que la vérité trouve toujours un chemin vers la surface. General Sterling pensait pouvoir enterrer son passé, mais il a appris à la dure que vous ne sous-estimez jamais la personne qui tient votre vie dans leurs mains. C'est un puissant rappel que la vraie force n'est pas à propos du rang ou de l'autorité. C'est à propos d'intégrité, de compétence et du courage de faire la bonne chose quand personne ne regarde. Si vous avez apprécié cette histoire de drame médical à enjeu élevé et de karma ultime, veuillez fracasser ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime une bonne intrigue de vengeance et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous sauvé le général? Merci à Ross.